Et oui, comme vous pouvez le constater, je suis seul ce matin. Voilà, Anne n'a pas voulu revenir avec moi. Alors, juste un tout petit point quand même, je fais juste un rappel, parce que la dernière fois, je vous avais dit, et j'aime aller jusqu'au bout de ce que je dis, je vous avais cité Nina Simone, puisqu'elle écoutait beaucoup Nina Simone, et je vous avais dit qu'il y avait une importance. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Gaby Hartmann est la première artiste féminine à avoir battu, en termes de vente d'albums de jazz évidemment, Bryan Malouf, qui était un des plus gros vendeurs de jazz, et Nina Simone. Voilà, donc je voulais le préciser pour en guise d'introduction. Donc voilà pour Gaby Hartmann, et n'hésitez pas à écouter cet album qui est donc du coup un album monstrueux. Alors pour ce matin, nous allons surtout, je voulais vous faire découvrir Brad Mehldau. Alors bien évidemment, on ne pourra pas résumer toute la carrière de Brad Mehldau, qui est un grand musicien, qui est un grand monsieur, mais quand même, on va revenir un petit peu sur sa personnalité, sur sa personne. Donc je cite, pianiste américain de 1970, il a 53 ans, est l'un des musiciens les plus renommés, les plus influents de sa génération, surtout célèbre en fait pour avoir étendu le répertoire jazz à la pop musique. Alors il a beaucoup repris Radiohead, Nick Drake, Nirvana, entre autres, je cite que certains noms. Et les Beatles, évidemment, puisque c'est selon ce qui va nous intéresser ce matin, sur scène, avant tout. Cette fois-ci, il consacre un album entièrement, donc entier, de reprises des Fab Four. Je dis les Fab Four, c'est comme ça qu'on les nommait pour les Fabulous Four à l'époque. Mais avant de s'étendre un peu plus donc sur cet album, il faut savoir et il faut préciser que donc ce grand monsieur du jazz a collaboré avec d'autres grandes personnalités. Toujours, je n'en cite que certains parce que tellement c'est monstrueux. Charlie Haddon, l'Iconite, la chanteuse soprano Renée Fleming, Pat Metheny, Joshua Redman et bien d'autres bien évidemment. Alors en plus d'être un pianiste surdoué, il joue aussi un petit peu de saxophone, il joue de la batterie, il joue des percussions et il chante un tout petit peu, mais c'est pas son domaine de prédilection. Alors il a grandi dans une famille d'adoption, je le dis parce qu'en fait pour s'évader, il va très très tôt apprendre le piano à l'âge de 6 ans. Il va essentiellement étudier la musique classique et il découvre justement le jazz par rapport à un camarade en fait qui lui fait découvrir un célèbre disque, donc le fameux My Favorite Thing de John Coltrane, écrit en 1961, qui est un grand classique du jazz que je vous conseille évidemment. Des dires de John Coltrane lui-même en fait, parce que ça porte le nom de cet album 1961, mais aussi c'est aussi le titre à l'intérieur de cet album qui est un titre qui est très très long, qui dure plus de 13 minutes 40. Des dires de John Coltrane, c'est une de ses musiques préférées. Je voulais vous le préciser. Donc il découvre le jazz, voilà, très très tôt. Mais lui, ce qu'il aime, c'est justement associer le jazz au rock, voilà, d'où ces nombreuses collaborations qui vont aller après dans sa carrière dans ce sens. Alors, donc il va enregistrer un premier album dès 1995 chez la Warner. Et puis tout de suite après, il va en fait, du coup travailler pour le label Nonesuch. Alors je vous ai sorti justement l'image du label qui a un tout petit peu été modifié à l'heure actuelle, qui est un peu plus moderne, un peu plus droit, voilà. Donc est un label qui comme je vous l'ai marqué, qui donc dont la création date des années 60, 1964. Qui est un sous-label de la Warner, mais qui est plutôt spécialisé dans les musiques classiques, musique du monde, et notamment le jazz. Il va donc éditer plus de 18 albums après sur ce label-là, donc il faut le noter, soit en trio, soit en solo, soit en collaborant. Je vais vous citer quelques chiffres pour vous montrer que c'est un grand monsieur du jazz. Donc il a quand même à son actif, écoutez bien, 26 albums studio, quand même, 9 albums live, 7 musiques de film, oui, 8 albums collaboratifs, et alors là, écoutez bien, 41 en tant que sideman. Un sideman, en fait, c'est un accompagnateur, c'est-à-dire qu'il fait pas partie intégrante du groupe, forcément, donc c'est monstrueux, 23 en invité, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, voilà, c'est un très grand musicien. Alors, pour revenir à ce qui nous concerne aujourd'hui, donc les fameuses reprises, donc album tiré, en fait, d'un live enregistré à la Philharmonie de Paris, en 2020, donc oui, il y a déjà 3 ans, mais édité que maintenant. Alors, on va écouter, c'est une forme d'improvisation, donc sur les titres des Beatles. Première chose donc très intéressante, c'est que Brad Mehldau, je trouve, a réussi à simplifier parfois les mélodies, mais aussi parfois à les complexifier, sans dénaturer la richesse harmonique des Beatles, bien évidemment. Deuxième chose, il a réussi, je trouve, à ne pas trahir les rythmiques. Et là, c'est très important, puisque quand je parle de rythmique,
sans les paroles, puisque je rappelle que les Beatles, c'est de la mélodie, et c'était de très belle mélodie, mais c'était aussi surtout du chant. Donc il s'est aussi inspiré de ça, donc ça c'est à noter. Et pourtant, là vous allez voir, il est au piano seul. C'était donc le défi pour lui. Et puis surtout, je trouve qu'il n'a pas forcément repris les titres les plus connus, et ça c'est voilà, en ça c'est très intéressant. Pour lui, les Beatles, c'est un génial mélange, voilà, de la comédie musicale, de la polyphonie de Bach, de la rigueur du rock, de la douceur du blues, tout ce qu'on retrouve ici dans cet album et tout ce qui lui plaît. Moi, je trouve, et c'est intéressant, je le redis, c'est un album qu'on peut écouter sans connaître les originaux, même si parfois on se dit, en effet, cet air-là ou ces mélodies-là me disent bien quelque chose, ça me rappelle quelque chose, voilà. On sent, donc vous allez écouter une liberté d'improvisation, une volonté de s'éloigner des originaux, donc de les réinterpréter, de les recomposer. Donc on va commencer tout de suite, voilà, en guise d'introduction, avec donc cette magnifique reprise, magnifique mise en jambe avec le I Am Walrus, tiré du Magical Mystery Tour, en fait de 1967, donc on est plutôt dans la fin de carrière des Beatles. Je rappelle que le Magical Mystery Tour, en fait, c'est un album éponyme tiré en fait d'un documentaire, d'un film. Il faut savoir que les Beatles, je fais une digression, mais j'aime bien quand même, les Beatles ne font plus de concerts très très tôt, parce qu'il y a tellement de folie autour d'eux qu'ils en ont marre. Donc dès les années 60, en fait, ils ne font plus de concerts. Donc pour pouvoir promouvoir en fait leurs albums, bah, souvent en fait ils font des lives enregistrés. C'était le cas pour le Magical Mystery Tour 1967. Je rappelle que la fin de carrière de Beatles c'est 1970 avec le Let It Be. Voilà, ça c'est dit. Donc un titre, alors pas étrange, mais complexe déjà à sa base, d'où je trouve qu'il sublime. On écoute le I Am Walrus. Ok, donc celle qui suit, alors vous allez voir ce que comme de belles mélodies je trouve. Donc là on est plutôt dans le registre rock and roll boogie avec I Saw Her Standing There, écrit en 1963. Donc là on est plutôt dans le début de carrière des Beatles. C'est donc tiré du premier album d'ailleurs des Beatles, donc Please Please Me. Voilà, et qui est aussi donc le premier titre du premier album des Beatles. On écoute donc une reprise de I Saw Her Standing There. Voilà. Alors, sur celle qui suit, For No One, donc écrite en 1966, tirée de l'album Revolver. Forcément, je vous montre l'album Revolver. Alors, écrite donc à l'origine par Paul McCartney, seul crédité McCartney. Lennon, ça a été souvent le cas, que ce soit dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire, parfois Lennon a écrit des choses et puis ça a été crédité pour les deux. Voilà, voilà, je voulais le préciser. Alors, il est question de la fin d'une relation amoureuse, en fait, à l'époque, avec donc de McCartney avec Jane Asher. Alors, d'habitude, enfin, sur l'original, il y a du clavichord, ce qui est quand même pas commun à l'époque, voilà, et aussi du chord d'harmonie que McCartney a voulu utiliser. Ici, donc, piano seul. On écoute For No One. Alors, Babies in Black. Donc là, c'est plutôt religieux, c'est gospelisant. Du quatrième album des Beatles, For Sale, donc de 1964. Une complainte d'une femme, en fait, qui pense à un homme qui ne reviendra jamais. Au grand désespoir du chanteur qui ne pense qu'à elle à l'époque. Voilà. Je trouve que c'est une mélodie incroyablement très très belle et bluesy. Voilà, sur tout le titre.
Voilà, alors, là c'est pareil. Alors on est toujours sur l'album Revolver, hein, donc de 1966. Donc là le titre c'est Here, There and Everywhere. Voilà, une chanson écrite par Paul McCartney, encore, voilà, en fait, qui vient d'écouter le fameux Pet Sounds, en fait, des Beach Boys. Donc le Pet Sounds est écrit en 1966. Et je le rappelle aussi, c'est quand même le 11e album des Beach Boys, parce que souvent certains disent, oui, en effet, c'est un classique, c'est le début des Beach Boys. Pas du tout. Alors Beach Boys, California Dreaming, forcément, les maîtres du rock'n'roll, du surf music à l'époque, donc tiré donc de cet 11e album. McCartney écoute cet album-là et il trouve que les mélodies, les harmonies sont extraordinaires. Il est impressionné surtout par la complexité qu'on retrouve d'ailleurs dans la reprise de Brad Meadow et les harmonies vocales, parce qu'ils étaient spécialistes des harmonies vocales, qu'ils tentent, c'est ce qui a été dit à l'époque, voilà, de recréer. Et je pense que McCartney a réussi au même titre que Brad Meadow. Voilà. Alors là, on est sur avec Golden Slumber. Alors vous allez voir quelle mélodie je trouve encore. Waouh, voilà. Alors album tiré du fameux Abbey Road. Hein, tout le monde connaît cette pochette évidemment. Alors à la base, donc oui, Abbey Road, excusez-moi, 1969. Hein, donc l'avant-dernier album des Beatles. À la base, c'est une berceuse en fait traditionnelle écrite par un dramaturge anglais du 21e siècle. C'est un contemporain de Shakespeare. Le texte en fait sera mis en musique. Puis après il y aura des paroles qui seront modifiées, évidemment, forcément. Et puis du coup, voilà. Ensuite, réinterprétation, réécriture des Beatles. Et on écoute ce magnifique titre. Voilà, moi je trouve. Et alors, on ne finit pas par une reprise des Beatles. Donc là, on va faire l'inverse. Je vais vous demander d'écouter, s'il vous plaît. Donc vous avez reconnu le Life on Mars hein, de David Bowie. Il avait envie de rendre hommage à David Bowie, qui est quand même décédé depuis 2016. Je rappelle, ça fait déjà, ça passe vite quand même, voilà. Alors je précise quand même pour cet album et ses reprises des Beatles, album de Brad Meadow, que certaines critiques ont dit que voilà, il avait dénaturé les originaux. Moi, je trouve qu'à l'inverse, ça a été un exercice, alors certes périlleux, mais hautement réussi. J'aime beaucoup voilà cet album. Alors c'est vrai que c'est assez dense, c'est vrai que c'est pour les initiés. On est dans du piano jazz. On entend parfois justement un tout petit peu public, mais ça a bien été gommé quand même. Je trouve voilà, c'est un magnifique album. J'avais réservé, mais il est emprunté. Je voulais vous montrer forcément. On a acheté un livre aussi, les Beatles en BD, dans la série, chez l'éditeur Petit à Petit, mais voilà, il est pas revenu. Donc je vous montrerai peut-être la prochaine fois. N'hésitez pas à le réserver. Voilà pour la musique. Je fais un tout petit rappel puisque mon collègue m'a dit surtout tu n'oublies pas. Donc toujours dans la thématique et par rapport à l'exposition sur le street art, puisqu'en fait voilà, les inscriptions ont du mal un petit peu à prendre sur l'atelier d'écriture, et comme ça arrive très très vite, donc dès la semaine prochaine, le 10 juin, il y a un atelier donc d'écriture, voilà, animé par Petit Slam, qui était là d'ailleurs pour l'inauguration. Donc je vous le dis, il y a d'abord un premier atelier le 10 juin, le deuxième le 17. Donc n'hésitez pas à venir et à apprendre en fait les techniques d'écriture dès le 10 juin. Voilà. Avec cette expo sur le street art, et bien évidemment, vous pouvez venir voir et visiter l'expo street art et venir nous voir et venir voir ma collègue Anne, entre autres. Voilà. Bon, on se quitte toujours avec le même. J'ai pas besoin de souffler cette fois-ci. Kiss.